Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série, la série sur les certificats SSL. On va parler aujourd'hui de tout ce qui est HTTPS. Dans cette vidéo d'introduction de la série, on va expliquer ce qu'est un certificat SSL, comment il fonctionne, de quoi il est composé, et on va le voir à l'œuvre. Quand vous voyez un petit cadenas dans la barre d'adresse de votre navigateur, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il signifiait vraiment? On va prendre un exemple. J'ai ici un site qui a une connexion secure, donc on voit le cadenas. Si je regarde l'adresse, on voit bien qu'on a un HTTPS, et ce cadenas, il me permet d'être sécurisé entre mon navigateur et le serveur. Dans les faits, qu'est-ce que c'est un certificat? C'est un papier officiel qui dit « ce certificat n'est pas un brigand ». Il est composé d'une clé publique et d'une clé privée. Donc à quoi ça sert? Il sert à trois choses principalement. Il sert à chiffrer les données entre le navigateur et le site. Il sert à vérifier l'identité du site, mais aussi à garantir l'intégrité des données. Accessoirement, il sert aussi à ne pas flinguer son SEO parce que Google n'aime pas les sites qui sont en HTTP, et cela depuis longtemps. Donc pour aller voir comment ça marche, il faut qu'on fasse un peu de théorie. On va parler du chiffrement. Il y a deux types de chiffrement, le chiffrement asymétrique et le chiffrement symétrique. Donc le chiffrement symétrique, c'est plutôt simple. Il y a une clé secrète qui est partagée par les deux parties. Le document en clair va être chiffré avec cette clé secrète. Donc le document ici, il sera illisible sans la clé. Et pour le déchiffrer, on utilise la même clé. En exemple d'algorithme de chiffrement, il y a l'AES qui tombe dans cette catégorie. C'est extrêmement rapide, c'est pas coûteux en CPU. Par contre, le principal problème, c'est qu'il faut avoir la clé secrète. Et si on transfère la clé secrète par un canal public, toute la sécurité s'effondre parce que la clé est interceptable. Pour éviter ça, il y a un deuxième chiffrement qui est dit chiffrement asymétrique. Cette fois-ci, on a deux clés, une clé qui est publique et une clé qui est privée. La clé publique, elle est utilisée pour chiffrer le document en clair pour qu'il devienne non lisible sans clé. Et pour déchiffrer ce document chiffré, on va avoir besoin de la clé privée qui, elle, permettra de voir le document en clair. Donc c'est là-dessus que se base la première partie de SSL ou TLS, et on va voir tout de suite comment ça se passe. Pour que HTTPS fonctionne, la connexion HTTPS passe par une négociation SSL. Alors SSL, TLS, je vais dire les deux indépendamment. SSL, c'est le vieux nom du protocole. SSL, c'est Secure Socket Layer, et TLS, c'est Transport Layer Security. Donc comment ça se passe, une négociation? Donc le client va se connecter au serveur, il va initier une connexion TCP. Le serveur va répondre comme quoi il accepte et il ouvre la connexion TCP. Ensuite, le client va envoyer un Hello SSL. Le serveur va répondre en lui fournissant son certificat. Donc à ce moment-là, le client va vérifier si le certificat est valide et il vérifie le nom de domaine. Le nom de domaine est intégré dans le certificat. Le client s'assure juste que c'est le même qui est donné. Une fois que c'est fait, le client génère une clé symétrique qui va être échangée avec le serveur, et à partir de là, c'est le chiffrement symétrique avec la clé de session qui sera utilisée. Pourquoi on utilise les deux méthodes de chiffrement? La première, c'est parce qu'on est sur un canal public au départ, et une fois que le chiffrement asymétrique a été initié, on utilise le chiffrement symétrique pour avoir plus de performance. Donc dans les faits, on va regarder comment ça se comporte. On va reprendre le serveur web qu'on a utilisé pour faire la série sur Nginx. Ici, je vais me connecter à WebStatic et on va utiliser un outil qui s'appelle ngrep. Donc ngrep, c'est comme grep, mais pour le réseau. On va faire un ngrep.wbyline. On va scruter le port 80 sur l'interface ETH0. Donc ça, j'initie l'écoute au niveau du serveur. Si je rafraîchis ma page en HTTPS, je vois ici que ça a bougé. Il y a eu un get de mon client, donc c'est mon navigateur, qui a l'IP 142 et qui a demandé au serveur l'IP 211 sur le port 80. Donne-moi le contenu de ce VOS. Donc le serveur a ensuite répondu, rien n'a été modifié, j'ai du cache, je vais refaire la connexion. On voit bien que le serveur a répondu à l'IP de ma machine dans le navigateur. C'est bon, j'ai ton contenu et le contenu est celui-là. On voit bien le contenu statique.
Maintenant, on va passer par HTTPS, donc le port TCP n'est pas le même, c'est pas le 80 mais le 443. On va faire un peu d'espace et on va à l'intérieur demander le contenu en HTTPS. Et là, vous voyez que mon navigateur a demandé quelque chose au serveur. On voit notamment dans les entêtes le hostname et après, plus rien n'est visible. On ne retrouve plus le contenu statique parce que le contenu a été chiffré. C'est notamment ce mécanisme qui est utilisé quand vous êtes sur les banques, même sur les réseaux sociaux. C'est vraiment utilisé dans tout ce qui est trafic web. On va regarder comment ça fonctionne à l'intérieur. On va aller dans le fichier de config de mon VHOS. Ici, il s'appelle web static. Je vais aller en VI, ce sera plus propre. On voit quand le navigateur essaye d'atteindre le 80, il va avoir la réponse directement. Et quand il va venir en 443, on rajoute la couche SSL. Et la couche SSL est gérée par ce certificat et cette clé. On va aller voir dans ETC Nginx SSL Wildcard. On va déjà regarder à quoi ressemble la clé. Donc on voit une clé qui est encodée. Et si je fais la même chose, mais cette fois-ci pour le certificat, on voit ici le Begin Certificate et on a ici notre certificat. C'est pas très lisible. Pour aller voir dans le certificat, on va faire un OpenSSL, lui donner le type de certificat. On va lui dire que on veut avec le flag txt. On va lui donner le fichier qui nous intéresse, tc nginx ssl, et c'est le .pem. Et ici, on voit le contenu de notre certificat. Donc, on voit son serial number, on voit l'émetteur du certificat. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait la démo avec un mkcert qui nous permettait d'auto-signer notre certificat. Là, on voit bien le issuer, donc le fournisseur. On a les dates de validité, donc ça c'est hyper important parce que votre navigateur va aussi vérifier si le certificat est encore valide ou pas. On a le sujet, ensuite on a la clé publique et en dessous on voit notamment pour quelle utilisation c'est fait. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le digital signature et le TLS Web Authentication. Et on voit aussi un champ important qui est le SAN, le Subject Alternative Name. Il vous permet en fait de couvrir plusieurs domaines ou IP avec le même certificat. Donc là, tous les domaines qui terminent par .lab.linux.fr sont protégés par ce certificat. Maintenant qu'on a vu que le issuer, donc le fournisseur, était à l'intérieur du certificat, on va parler des chaînes de certificats. Je vais vous remontrer mon certificat à l'intérieur. Donc vous voyez que mon certificat couvre tout ce qui est étoile.local.linux.fr. Il a été émis par Let's Encrypt et il couvre tous ces domaines-là. Donc ça, c'est un certificat que moi j'utilise dans mon LAN. Ça me permet d'avoir le même certificat pour plein de sous-domaines. Mais vous voyez aussi qu'au-dessus, vous avez ici l'issuer, donc celui qui a fourni ce certificat, c'est E6. Quand on regarde E6, il est présent ici. Il a une date de validité de 2024 à 2027. Et ce certificat E6, qui est appelé un certificat intermédiaire, a aussi un émetteur, et cet émetteur, c'est le RootX1. Et celui-là a une durée de 20 ans. Donc, comment fait notre navigateur pour savoir si le certificat est valide ou pas? Donc, chaque navigateur a en interne pour Firefox ou dans Windows ou Linux pour Chrome les autorités de certification. Et là-dedans, on doit trouver notre ISG root. Donc, on va aller le chercher et on retrouve le certificat. Vous allez me dire à quoi ça sert? En fait, le certificat a été émis, le certificat public a été émis avec une clé. Donc ça, c'est le root. Ce certificat a été utilisé pour émettre un certificat intermédiaire. Et ce certificat a été utilisé pour émettre le certificat que moi j'utilise, qui couvre local.linux.fr. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir fait autant de niveaux. Très souvent, ce qui se passe, c'est que ce certificat-là a été émis par le certificat intermédiaire, et ce certificat intermédiaire est publiquement accessible. C'est-à-dire qu'un système connecté vérifie la demande de certificat, la valide, et si la demande de certificat est valide, il va la signer directement. Par contre, ce certificat, il peut très bien être révoqué ou expiré. Et ce qui se passe, c'est que ce certificat root, très souvent, est dans un réseau qui n'est pas accessible publiquement.
il est déconnecté complètement du réseau. Ce qui fait qu'il y a des cérémonies de clés, des autorités de certification de niveau 0, donc les plus hautes, qui permettent de générer des certificats qui sont des certificats intermédiaires. Et ce certificat intermédiaire peut être un peu plus exposé que son niveau 0. De cette manière, la chaîne est plus sécurisée et on n'a pas de risque que le certificat root émette des certificats qui soient des certificats pour un usage malveillant. Vous pouvez voir sur le diagramme de certificats qu'il y a sur Wikipédia, vous pouvez voir toute la chaîne. C'est-à-dire que ici, le root CA est autosigné, il n'a pas de certificat qu'il a émis, c'est vraiment le niveau 0. On appelle ça l'autorité de certification. Et à partir de là, on va signer un certificat intermédiaire. Et de ce certificat intermédiaire, on pourra interagir pour se faire valider un certificat. Donc avant les certificats, c'était des choses qu'on payait très cher. Depuis que Let's Encrypt est arrivé, on a des certificats qui durent certes moins longtemps. Donc la durée, c'est de 90 jours de validité, mais on arrive à les avoir gratuitement. Donc la vidéo d'intro se termine. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. On va mettre en place les certificats et voir les différentes méthodes qu'on a pour en générer de nouveaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!